Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce jeudi 27 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Après l'engagement pris hier par les élus, les habitants des hauteurs de Capesterre-Belle-Eau espèrent voir l'eau couler régulièrement de leur robinet. Illustration dans le quartier de Routier. Des syndicats guadeloupéens qui comptent ont refusé de rencontrer la ministre de l'Emploi. La loi travail leur est restée en travers de la gorge. Ils ont entre 1 an et demi et 5 ans et prennent part à des séances d'éveil musical. L'écoute des autres favorise leur socialisation. Le journal Roni Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera Michel Mado, pianiste avec lequel nous parlerons de l'album Reconnaissance qu'il signe avec le percussionniste François Ladrézeau et du concert qui sera donné ce week-end. Pour répondre à la mobilisation d'habitants de Capesterre-Belle-Eau excédés par la pénurie d'eau potable, une réunion s'est tenue à l'hôtel de région hier, une réunion entre les exécutifs de la région et du conseil départemental, le maire de Capesterre-Belle-Eau, le président du SIAG ainsi que des représentants du collectif de riverains de Routier et des hauteurs de Capesterre-Belle-Eau. Au cours de cette réunion, des solutions à court, moyen et long terme ont été proposées. Je vous propose d'aller à la rencontre de certains de ces habitants du quartier de Routier, privés d'eau potable depuis plusieurs semaines. Reportage Muriel Barlagne. À Routier, à Capesterre-Belle-Eau, on attend qu'il pleuve pour pouvoir faire des réserves. Car depuis plusieurs semaines, les robinets sont à sec. Ici, on a l'habitude des coupures d'eau, mais elles ne sont jamais aussi longues. Cyprienne et Valencia sont sœurs et voisines. Face à cette situation, elles affichent une certaine lassitude. On surveille la pluie et on utilise de l'eau de pluie et on achète de l'eau pour boire. S'il y avait de l'eau sur le terrain de foot, dans les vestiaires, on a coupé. Quand on a vu les gens aller prendre de l'eau dedans, on a coupé. Alors, moi je dis en gros c'est de la misère. Dans la machine à laver, des vêtements en attente. Pour l'instant, les lessives se font à la main. Difficile pour Valencia. J'ai cette main-là. Ça, c'est un goodie. Et avec laver la vaisselle aussi, c'est pareil. Et là, je suis obligée. Chez les voisins, on a aussi opté pour la débrouille, mais une impatience se fait sentir. Tout le monde a marre, je ne suis pas le seul. On a une machine à laver, mais qui l'autre madame à moi, slipper madame à moi, pas laver à la main, machine à pas tourner. Si vous êtes l'homme, si la pluie pas des cartes, nous bénis. La pluie, il n'y a pas de l'eau là. Mais l'application tombe comme nous fait qui fait que nous pas parler si moi pour nous boire. Si à partir de ça, nous avons soif à Routier. Lors de la réunion organisée par le conseil régional, suite à la mobilisation de Capestériens en colère, des solutions ont été proposées. Sur le court terme, on prévoit des tours d'eau, la pose de citernes et la distribution de bouteilles d'eau, des mesures accueillies avec prudence par ces riverains. À chaque fois, on fait un jour de grève, on fait des réunions, mais à chaque réunion, il n'y a rien qui aboutit. Et voilà. Alors, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Les décideurs se sont engagés, le changement serait en marche. Mais à Routier, il faudra attendre encore avant de voir la situation complètement rétablie. Pour son deuxième jour de présence en Guadeloupe, Myriam El Khomri devait rencontrer en début d'après-midi les organisations syndicales de Guadeloupe. Mais l'invitation de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social n'a pas été honorée par celles qui n'ont cessé de dénoncer la loi travail dont elle est à l'origine. Parmi elles, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe. Les détails avec Jacques Damprobe.
L'image est trompeuse, Elie Doumota n'est pas en ligne avec Myriam El Khomri. Bien au contraire, puisque comme la CGTG et Force ouvrière notamment, le chef de file de l'UGTG a fermement décliné l'invitation de rencontrer la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dernière page de sa carte de visite, c'est que la communication ne passe pas. Nous écrivons Khomri au moins 3 fois sur la loi travail, sur la loi égalité réelle, notamment là, il a fait consultation avec les syndicats en France, puisque nous avons apprendre que les questions qui ont concerné les dispositions légales et syndicales en Guadeloupe, il a discuté avec les syndicats en France. Il n'a pas jamais répondu nous. Je dis là que la loi a voté, qu'il a passé en force, il a venu pour rencontrer nous, pour parler nous de quoi? Pour venir expliquer nous contenu à la loi, ben nous pas besoin de parler bas, puisque nous demandé à parler bas avant qu'on ait fait la loi là, pendant qu'on ait fait. Et je dis là qu'on a fait bitin, on va venir parler bas nous pas besoin de parler bas. Deuxième bitin, depuis 2009, pont préfet pas parler bas nous. Et je dis là brusquement, nous recevons l'état préfet là dit nous qu'il a besoin de rencontrer nous pas parler bas non plus. Et seul bitin que nous savons qu'il y a une campagne électorale. Donc, nous avons depuis quelques semaines, on défilé à Ménis-Incident pour voir qui j'en ai ramassé des 3 voix à singulièrement les gens de couleur. Une place importante était accordée au programme de la visite de la ministre du Dialogue social, porteuse de la très controversée loi travail. L'occasion d'évoquer le pacte pour l'emploi des jeunes concocté par le MEDEF Guadeloupe, dont l'objectif fièrement affiché est d'atteindre 700 embauches d'ici à décembre 2017. Nous interpellé mon ministre là aussi en le sujet là ça où nous a dit d'expliquer nous en qui gens il a signé une convention entre l'État, le Conseil général, le Conseil régional et le MEDEF sans consulter les organisations syndicales ouvrières sur la question de l'emploi des jeunes. Et qu'à qui marqué dans la convention là que il a bas les entreprises du MEDEF exonération totale des charges que y a payé. Et que vous prend en charge tout partie de salaire que vous a versé pour salarié là. Et en contrepartie, pas ni rien, pas ni pas obligation pour les entreprises. C'est seul côté que ça a existé, c'est incident. Jamais content d'Omota, diront certains, mais peut-être que le plan 500 000 formations supplémentaires en France, lancé en début d'année par le gouvernement, et décliné modestement à hauteur de 3000 formations en Guadeloupe, trouvera grâce aux yeux du patron du premier syndicat de l'archipel. Je dis là, en France, le chômage baissé. Mais nous savons très bien que son baisse artificielle, qui est directement lié à l'entrée en formation de milliers de jeunes. Et nous avons rappelé que les gens qui sont rentrés en formation, ils ne sont pas comptabilisés dans la fameuse catégorie A des gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, je dis là, c'est des milliers, voire des millions de monde que vous avez supprimé de la catégorie A, mais que vous avez transféré dans d'autres catégories, et dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien, vous avez retourné dans la catégorie A, vous avez recommencé à gonfler les chiffres de chômage, parce que l'entrée en formation là, pas faite dans le cadre, en dispositif pour aller vers l'insertion professionnelle, mais simplement en dispositif statistique. Pour rappel, 60 000 personnes en âge de travailler en Guadeloupe sont sans emploi. Le mois d'octobre touche à sa fin et la campagne d'information autour du cancer du sein également. Depuis le début de ce mois, de nombreuses actions ont été organisées dans le cadre d'Octobre Rose. Et une nouvelle fois, la Ligue de cancer et le CHU, ainsi que leurs partenaires, feront de la sensibilisation. Une journée est organisée en ce sens demain au centre commercial d'Estreland de 9h à 16h. Il s'agira notamment de parler de la nécessité du dépistage. Je vous propose d'écouter à ce sujet le docteur Silver Marie, le président d'Aguadec. Il était notre invité au début de ce mois. Ce dépistage à ce moment est gratuit, même quand elles disent mais c'est pas le problème de la gratuité. Mais ce dépistage a en plus l'avantage de soumettre la radio à deux lecteurs. Donc quand c'est normal, quand c'est pathologique, on sait que c'est pathologique, on n'a pas besoin du deuxième lecteur, mais quand la radio est normale, il y a un deuxième lecteur qui vient scruter encore la radio pour voir si on n'est pas passé à côté d'une petite lésion. Et on a comme ça un taux de rattrapage quand même de 8%. Donc c'est pas inintéressant de faire comme ça, et nous continuons comme ça. D'ailleurs, le cahier des charges le prévoit, nous procédons ainsi et ça marche bien. Alors, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Est-ce qu'il y a ici, chez nous, une prévalence particulière de ce cancer ?
À part ce problème de l'âge, hein, comme je vous disais, bon, il y a ça. L'âge, on trouve des cancers plus tôt chez des femmes plus jeunes. Bon, maintenant, on a des records chacun en tant que dans son cabinet. On a même eu des cancers à 22 ans, par exemple. D'autres ont peut-être moins, d'autres ont peut-être plus. C'est quand même important hein, d'être frappé par cette maladie si tôt dans sa vie, qu'on a une vie de femme avec enfants, etc. C'est pas simple parce qu'il faut se soumettre à un traitement qui est long, il faut se soumettre à une surveillance qui est régulière, etc. Et faire ce qu'on vous dit de faire des fois, supporter les aléas du traitement, notamment le plus désagréable reste pour les femmes la calvitie transitoire, et heureusement transitoire. Mais enfin actuellement on fait des perruques super jolies et ça se passe très très bien. Et heureusement j'ai plaisir, nous avons une mortalité qui est quand même d'une centaine environ par an, une cinquantaine par an, et pour un dépistage, on en a déjà dépisté près de 500, hein, une cinquantaine de décès par an. Mais enfin, quand je les vois dans la rue, celles qui en réchappent, elles sont vraiment très bien, elles vivent comme monsieur tout le monde. Je les rencontre de temps en temps à pousser leur caddie au supermarché, ou sur les plages, etc. Elles vivent vraiment comme madame tout le monde, c'est très bien. Dans un instant, nous recevrons notre invité, le pianiste Michel Mado, mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Et pour commencer, il sera question de Cuba, dont le dégel avec les États-Unis se confirme. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Chaque année depuis 1992, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies vote une résolution réclamant la fin de l'embargo américain imposé à Cuba depuis 1962. Et chaque année, les États-Unis votent contre, mais il en va différemment cette année. Pour la première fois donc, les États-Unis, mais aussi Israël, se sont abstenus. L'Assemblée générale a donc adopté la résolution mercredi 26 octobre à la quasi-unanimité de ses 193 membres. Ce changement correspond à la nouvelle approche envers la Havane adoptée par Barack Obama, a fait savoir dans l'hémicycle l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies avant le vote. Samantha Power a également justifié ce changement par l'échec de la politique américaine d'isolement envers Cuba. Un bémol tout de même pour l'ambassadrice, l'abstention américaine ne veut pas dire que les États-Unis sont d'accord avec toutes les politiques et toutes les pratiques du gouvernement cubain. Mais elle a souligné que le régime castriste avait fait des progrès importants pour améliorer le bien-être de sa population. Les opposants vénézuéliens sont encore une fois descendus dans la rue à Caracas et en province mercredi 26 octobre. Dans la capitale, ils étaient plusieurs centaines de milliers sur l'avenue Francisco Fajardo à exiger le départ du chef de l'État. Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition, qui devait se tenir sous les auspices du Vatican, a capoté avant même d'avoir débuté. Alors que le pays traverse une crise économique sans précédent et que les prix explosent, les autorités électorales avaient annoncé le 21 octobre le report sine die du référendum révocatoire qui devait permettre aux Vénézuéliens d'obtenir le départ anticipé du président Nicolás Maduro. Cette décision a fait monter la tension dans le pays. 4 ans après la disparition de l'ancien président Hugo Chavez, le Venezuela reste polarisé à l'extrême entre chavistes et anti-chavistes. Chacun des deux camps accusant l'autre de mener un coup d'État. L'ex-président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui a été formellement enregistrée mercredi 26 octobre. Lula affirme être victime de persécutions politiques dans le cadre du scandale pétrolier Petrobras et accuse ceux qui le poursuivent de vouloir détruire les fondements même de la démocratie brésilienne. La plainte déposée à l'ONU par l'ex-chef d'État doit maintenant être examinée afin de décider si elle est admissible ou non par la Commission. Elle a été transmise à la mission permanente du Brésil à Genève qui a 2 mois pour rendre ses observations, sachant que le traitement d'une plainte peut prendre jusqu'à 5 ans. Le 6 octobre, le tribunal suprême fédéral du Brésil a annoncé que l'ancien président était visé par une enquête pour appartenance à une organisation criminelle organisée d'hommes politiques ayant détourné des milliards de dollars du groupe pétrolier d'État Petrobras.
Retour chez nous, réduire l'anxiété, soulager certains symptômes de l'autisme, améliorer l'activité physique et cognitive ou simplement améliorer l'humeur. Les bienfaits de la musicothérapie seraient nombreux et réels, spécifiquement pour les enfants. La musique adoucit les mœurs et bien utilisés, les sons peuvent aussi être thérapeutiques et contribuer au développement de l'enfant. Voyez ce reportage signé Muriel Barlaigne. Ils sont là pour découvrir la diversité des instruments et des sons qu'ils produisent. C'est une séance d'éveil musical. Aux commandes, Gianni Katsos, musicothérapeute, professeure de chant et formatrice. Elle préfère travailler par petits groupes de 4 ou 5. Ses élèves ont entre 1 an et demi et 5 ans. En 1 heure, plusieurs exercices leur sont proposés, des jeux loin d'être anodins. Ils vont être beaucoup plus concentrés. Puisqu'on travaille sur l'écoute de soi et des autres, donc c'est pour ça qu'ils jouent tout seuls. Ils jouent avec les copains. Pour les plus petits, ils vont apprendre à prêter les instruments. Donc travailler la socialisation, bien sûr, entre eux. Le travail de groupe et puis aussi pouvoir faire des choses tout seul devant les autres, parce que souvent quand ils sont petits ils ont tendance à être un peu timides et le fait de faire de l'éveil musical, on arrive un peu à les dérider. S'ils manipulent des instruments, ce n'est donc pas pour faire de la musique, mais pour en développer la motricité, l'écoute, le langage ou encore l'équilibre. Ils apprennent à contrôler leurs gestes en jouant vite ou lentement, fort ou doucement. Mais ce cours est aussi l'occasion de se faire plaisir. C'est vrai que les enfants sont très sensibles à ça, puisque depuis tout petit quand même, nous sommes déjà dans une culture où on a beaucoup d'instruments et qui découvrent très tard souvent. Donc c'est vrai, tout petit, c'était très important pour moi en tout cas, que Nathanaël puisse découvrir tous les instruments et qu'il puisse vraiment s'approprier complètement ces sons qui sont différents. Et grâce à Gianni, c'est vrai qu'il est très content déjà de venir dans son cours et puis de toucher à tout, surtout le toucher, de mettre un nom dessus. Oui, depuis qu'elle suit les cours, Andrea, elle est incollable sur les instruments de musique. Lorsqu'on écoute la radio, elle me dit « Oh maman, c'est la trompette. Oh maman, c'est le piano, ça. » Et puis, mais c'est une petite qui a toujours, depuis toute petite, elle chante beaucoup. Elle aime ça, quoi. Et une castagnette, tambourin ou encore chacha deviennent de véritables outils pédagogiques au service du développement de l'enfant. Des séances qui offrent aussi un espace d'expression et de liberté. Et nous allons continuer à parler musique avec notre invité Michel Mado. Bonsoir. Bonsoir. On est là pour parler de l'album Reconnaissance, un album que vous signez avec François Ladrézeau, mais également pour parler d'un concert. Ce sera ce samedi 29, au MACT, au Memorial Act, à partir de 20h. On va d'abord parler de l'album. Comment est né ce projet avec François Ladrézeau ? C'est le fruit d'une rencontre complètement fortuite. François a sorti son dernier projet en 2008, moi aussi. Et puis on s'est rencontrés au cours de quelques scènes. Il y a une affinité naturelle et depuis on s'est identifié à une certaine cause, un certain combat, quelques revendications autour de la musique guadeloupéenne même. Et c'est tout naturellement que 2 ans après, on est rentré en studio pour un titre. Ce qui devait être une aventure juste pour un titre est parti. On en a enregistré 18. Et de là, on s'est dit, on matérialise, quoi. Alors cet album, sur cet album, vous revisitez des titres, alors, notamment de Super Combo, Esnar Boisdur, de Dissonance, de Georges Troupé, leader du groupe Kimball. Il y a même une composition de Félix Proto. Comment s'est fait le choix des titres que vous avez décidé de revisiter ? Quelques affinités, aussi bien essayer de on a tenté de montrer
un peu tout le panel, tout ce qu'on est aujourd'hui, la musique guadeloupéenne. Donc ça passait forcément par le gros cas, ça passait par la musique de bal avec Super Combo. La touche plus ou moins zouk est pourtant populaire malgré le fait que ce soit dissonance, avec le morceau Amertume. Diadier qui est un pur traditionnel, Akio pour l'ancrage même et puis l'héritage même François Ladrézo et quelques compositions personnelles. Voilà. Alors il ne s'agit pas de reprise, il s'agit bien de revisiter réellement, de recréer quelque chose. Et moi quand on a dit souvent, on a dit nous chalvirer ces morceaux-là, c'est-à-dire qu'on les a pris, on les a démontés et après on les a remontés, il fallait approprier le titre, ce qui est le plus dur pour moi. Parce que reprendre un morceau c'est facile, tout le monde peut reprendre, même dans les karaokés. Par contre, donner un peu sa personnalité, donner du sens au morceau, donner du sens à notre interprétation, c'était ce qui était le moins évident et je pense qu'on a réussi assez aisément. Tout en conservant l'âme du morceau. Oui, voilà, parce que ce sont des morceaux qui sont, quoi qu'on dise, ils sont purement ancrés. Hein. Donc c'est vraiment dans cette identification Guadeloupe, cet amour du pays Guadeloupe. On a choisi des titres qui marquaient la Guadeloupe et certaines époques. Et on a retranscrit à travers nos personnalités. Quoi. Alors, vous êtes deux à avoir réalisé cet album, François Ladrézo et vous, mais à vos côtés, en studio, il y avait d'autres musiciens. Lesquels ? Alors, ce sont que des amis et des frères même. C'est vrai que j'ai toujours cette pensée pour Philippe Duy, qui nous a quittés peu de temps après la sortie de l'album. Non, même avant, même. Donc, il y a Philippe Duy, il y a Raymond Duy, son frère, qui était partenaire aussi sur toute la réalisation de l'album. Sonny Troupé. Gonzalo Rubalcaba qui est un invité prestigieux, c'est le cas de le dire. Voilà, vraiment c'est important parce qu'il intervient sur un titre gros cas aussi, donc c'est un peu cette démarche de l'album Reconnaissance, c'est des ménéons d'autres bitins. On a Christian Laviso, l'excellent Christian Laviso, on a Laurent Lalsengue, un merveilleux pan qui est guadeloupéen, qui vit actuellement en France. Donc on a une belle équipe, quoi. On a Felipe Lamoglia, saxophoniste cubain aussi qui est à Miami. On a vraiment réuni. On a Lynn Lemart aussi qui est un frère bassiste mauricien. Et, on a une belle équipe, mais c'est vraiment pas... On a pris 3 ans, je veux dire, pour la réalisation de l'album. Donc c'est vraiment pas un produit... qui a été fait dans l'esprit de mettre quelque chose sur un support et puis de le mettre en vente. Nous, on a vraiment cherché à s'enfermer, se faire plaisir, tel un labo. On venait en studio, personne ne savait ce qu'on allait faire. Et chacun a donné ce qu'il est, vraiment. Et Reconnaissance, c'est un peu tout cela, quoi. Alors, il y a l'album Reconnaissance. Vous avez eu l'occasion de présenter quelques titres de cet album. C'était lors du Terre de Blues, voilà, au mois de mai dernier. Et vous serez à nouveau sur scène. Ce sera samedi soir au Memorial Act. Alors, première chose... Est-ce qu'il y a une symbolique particulière à jouer cet album-là, ces titres-là, au Memorial Act ? Alors, elle apparaît forcément, la symbolique apparaît, puisque Reconnaissance, c'est aussi la mémoire, c'est cette idée d'identité, et à laquelle François et moi, nous accordons une très grande importance. Donc oui, forcément, ça tient, tout se tient, et comme je dis souvent, il nous appartient de donner du sens au Memorial Act aussi, au bâtiment, à la bâtisse et au projet. Donc c'est tout naturellement, moi qui n'étais pas, je le dis humblement, je n'étais pas un fervent du Memorial Act au départ, mais on peut critiquer un projet, mais on ne peut pas critiquer une bâtisse. Donc je pense que la bâtisse est là, maintenant c'est à nous de lui donner du sens, et l'album Reconnaissance et le festival Bleu Outre-mer, je trouve, ont toute leur place et donnent du crédit à un certain combat, quoi. Alors, quelques mots sur le programme de ce concert de samedi soir. Oui, alors il y aura, ce sera un concert d'environ 1h40 où tous les titres de l'album Reconnaissance seront présentés. Quelques titres qu'on avait enregistrés mais qu'on n'a pas mis sur le support seront aussi présentés. Donc sur scène, il y aura Samuel Laviso, qui est le fils de Christian, Raymond Duy, Aline Alamel, qui sera notre choriste et danseuse, Christian Laviso lui-même, François et moi, quoi. Ce sera Reconnaissance et en Agouba, nous avons des morceaux qui nous déjà parlé, qui nous avons présenté Pep Guadeloupe aussi. Concert à voir absolument, ce sera samedi soir au Memorial Act, c'est à 20h et vous serez au piano, mais vous donnerez aussi de la voix ce soir-là. Oui, mais à vrai dire, je l'avoue, je confesse, j'ai plutôt eu cette formation de pianiste où j'accompagne, donc c'est vrai que me mettre en avant et surtout de manière vocale, c'était pas du tout dans mon intention. Et lorsqu'on a commencé le projet Reconnaissance, et le premier titre qui est Conception, hommage à Esnar Boisdur d'ailleurs, j'ai dit à François Bon, qui en fait voix témoin là, mais nous quelqu'un d'autre chanter pour remplacer moi. Et François me dit non, chantez morceau waouh, c'est au bout chanter. Et du coup, l'aventure est partie, on partage tous les titres de l'album, mais c'est vrai que je le dis, c'est François Ladrézo qui m'a poussé à chanter, et puis je m'y plais, quoi.
Présentation, concert donc autour de cet album Reconnaissance, c'est samedi soir, samedi 29 octobre, au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup Michel d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Information pratique, dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bello-Cadeau, les habitants de Sainte-Anne seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 6h. Et sachez que demain soir, ce sont ceux de l'ouest de Gosier et de Mathurin qui seront concernés par ces coupures. On termine avec quelques mots sur la météo. Ce soir, le ciel demeure variable et des averses sont possibles, particulièrement sur le sud de la Basse-Terre. Demain vendredi, il fera beau sur la presque totalité de l'archipel, sauf peut-être dans le sud où des averses sont à craindre. Côté qualité de l'air, c'est du très bon annoncé par Guader. L'indice Atmo sera de 2. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.